Donc effectivement, aujourd'hui, le sujet, ça va être la facture électronique. Donc cette nouvelle loi qui est arrivée, enfin qui va arriver. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est, l'objectif de cette réforme, hein, le contexte, pourquoi cette réforme, le périmètre de cette réforme. On va voir un petit peu comment ça va se mettre en place puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais, comme dans le cadre de la loi antifraude, on va avoir droit à un calendrier. On a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, des circuits et des différents cycles de vie de factures. Et on va voir également, vous, bah, quel impact, on va avoir sur, cette nouvelle loi va avoir sur vous, comment vous préparez et comment Sedge va répondre à tous ces éléments et puis une petite récap à la fin. Donc tout d'abord, pour faire simple, un petit résumé. La facture électronique, ce sont des factures qui sont émises sous forme électronique et les données sont transmises à l'administration. Donc avant, comment ça se passait? Donc on avait un fournisseur, on avait un client, on devait préparer la facture, sur Word, sur Excel ou dans un logiciel de gestion. Il fallait imprimer cette facture en 2 exemplaires, stocker, l'exemplaire dans un classeur qui est, sur une étagère derrière votre bureau. Il fallait affranchir ou envoyer par mail le deuxième exemplaire au client, faire une relance et envoyer les informations à l'administration fiscale. D'accord? Donc ça, c'est tel que ça se passe aujourd'hui. Demain, avec, cette nouvelle réforme, on aura toujours le fournisseur et le client. Sauf que la préparation et l'envoi de la facture va se faire sur l'ordinateur. Ça va passer par une plateforme de dématérialisation. On expliquera tout à l'heure ce qu'est un PPF et ce qu'est un PDP. Ça arrivera chez votre client qui va le réceptionner et au passage, directement, l'administration fiscale va récupérer les informations relatives à la TVA. Donc ça va être beaucoup plus simple à partir de votre logiciel ou pas. On verra les différents cas de figure ensemble, suivant si vous êtes équipé d'un logiciel ou pas. Vous pourrez préparer et envoyer la facture, la déposer sur une plateforme, en automatique ou pas. Au passage, l'administration fiscale récupère les informations relatives à la TVA et votre client va recevoir cette facture. D'accord? Donc la facture électronique, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus simple. Donc les objectifs de cette réforme, hein, déjà ce que c'est pas une réforme de la TVA, puisque vous aurez toujours à déclarer votre TVA, même si la déclaration sera pré-remplie, mais la TVA sera toujours à remplir. Mais ça va permettre de renforcer la prévention et la lutte contre la fraude fiscale. On estime, hein, entre 15 et 20 milliards d'euros de fraude fiscale en France en 2021. Donc c'est ça le but. Hem mais ça va également simplifier les déclarations de TVA qui vont être pré-remplies et réduire les coûts, induits par les contrôles fiscaux. Ça veut dire que maintenant, en cas de contrôle, on va plus avoir besoin de se déplacer, chez vous, hein. Les contrôleurs n'ont plus besoin de se déplacer. Directement, ils vont récupérer les informations relatives à la TVA, derrière leur bureau et ils vont comparer, bah, déjà, est-ce qu'il y a eu flux ou pas flux? Qui vont permettre d'identifier tout de suite les entreprises qui ne sont pas prêtes à, cette nouvelle loi et ensuite de faire des contrôles entre ce qui a été déclaré et ce qui a été récolté comme information. Donc les contrôles, seront faits beaucoup plus simplement. Voilà. On avait eu, on avait eu le cas lors de la loi antifraude où des personnes disaient que, avant de se faire contrôler, il allait se passer un petit peu de temps. Là, les contrôles vont se faire de manière beaucoup plus simple. Ça va également permettre de favoriser la compétitivité des entreprises, grâce à la réduction des charges liées aux factures. Aujourd'hui, une facture, la réception et l'envoi d'une facture, ça a un coût. Le fait de dématérialiser les factures va permettre de baisser, ce coût de traitement des factures. Donc ça va être un plus pour vous et ça va permettre en même temps au gouvernement de récupérer des informations en temps réel sur le niveau d'activité des entreprises. En fonction, bah, des flux de TVA qui vont récupérer, sur le portail,
Ils vont savoir que telle activité est en croissance, telle activité est plutôt en souffrance et dans ce cas-là, on va peut-être l'aider par des mesures gouvernementales. Donc ils vont pouvoir ajuster en temps réel leur politique. Donc le périmètre. Toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA sont concernées par cette nouvelle réforme. D'accord? Donc, toutes les entreprises, que ça soit, les entreprises, classiques, les auto-entrepreneurs, vos sous-traitants, toutes toutes celles qui sont assujetties à la TVA sont concernées. Ne sont pas concernées, par exemple, les associations. On va avoir 2 obligations, le e-invoicing et le e-reporting. Alors c'est une loi, européenne. L'Italie, est déjà passée, par exemple, sur cette facture électronique. Donc on a un petit peu d'anglicisme qui traîne ici et là. On verra également qu'il y a beaucoup d'acronymes, mais on va vous expliquer dans le détail ce que c'est que le e-invoicing et le e-reporting. On va avoir une facture aux données structurées, d'accord? Puisque maintenant, lorsque vous allez envoyer une facture, bah, il va falloir que, pour que cette facture transite, comme il faut, il va falloir dire que tel champ, c'est le nom du client, que tel autre champ, c'est le montant hors taxe, que tel autre champ, c'est la TVA, tel champ, c'est le SIREN. Il va falloir structurer cette facture pour que la facture puisse naviguer, du fournisseur vers le client et pour que, l'information puisse arriver, à l'administration et surtout aussi pour que mon destinataire puisse intégrer automatiquement les données dans son logiciel de gestion s'il est équipé d'un outil de gestion. Et donc, on va avoir des nouveaux circuits pour cette facture qu'on verra tout à l'heure. C'est une obligation légale et on va parler du calendrier d'application. D'accord? Donc, l'économie recherchée est de 4,5 milliards d'euros par an pour les entreprises et pour l'État. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est que le e-invoicing? Le e-invoicing, c'est l'émission et la réception des factures électroniques via la plateforme de dématérialisation. C'est l'envoi de factures électroniques qui va concerner toutes les entreprises, toutes les transactions d'entreprise à entreprise qui se passent en France. Il va y avoir un double flux, un flux facture qui va aller vers le client, toutes les informations relatives à la facture, et un autre flux, mais encore une fois, pour vous, ça sera transparent, hein, tout ça va être automatisé, et un autre flux qui va aller vers l'administration fiscale pour récupérer les informations relatives à la TVA. Et ce flux se fera à la facture. À partir du moment où vous lancerez l'édition définitive de votre facture, le flux partira. Le flux e-reporting, ça va concerner les particuliers. Hein, si je travaille avec des particuliers, ben, on ne va pas lui demander de s'équiper d'un outil de gestion pour récupérer la facture. Les livraisons et acquisitions intracommunautaires, hein, si je travaille avec des pays hors contexte, je ne vais pas leur demander de s'équiper non plus. Et puisqu'on parle de TVA, le flux, lorsque je vais déclarer un encaissement, quand je suis en TVA sur encaissement, lorsque je vais déclarer cet encaissement, ben, le flux va partir. Je vais pas renvoyer toute la facture avec toutes les informations. C'est uniquement le flux TVA sur encaissement qui va venir. C'est un flux unique qui va se faire à l'administration fiscale et la fréquence du flux va se faire en fonction du régime de TVA que vous avez. Donc ça se fera, à la décade, à la semaine ou que sais-je. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'envoyer, flux par flux, mais quand c'est du e-reporting, on va, stocker ça dans notre logiciel et ça partira en fonction du régime de TVA que vous avez à la décade ou à la semaine ou autre. D'accord? Donc important ces 2 flux, hein. E-invoicing, c'est à la fois la facture que j'envoie à mon client de manière dématérialisée et les informations fiscales. Et le e-reporting, c'est uniquement le flux d'informations. Alors, qu'est-ce que n'est pas une facture électronique? Parce que on anime pas mal d'ateliers, de conférences sur le sujet et je rencontre des entreprises qui me disent: «Bah, moi, la facture électronique, ça fait longtemps que je le fais, j'envoie ma facture au format PDF». Donc non, hein, une facture PDF, n'est pas une facture d'une PDF native, n'est pas une facture électronique. Une facture scannée non plus n'est pas une facture électronique. Une facture électronique, c'est une facture qui a été dématérialisée tout au long de son process. De la création à la transmission, à la réception et à l'archivage, tout ça, c'est une facture électronique. Et ceux qui travaillent sur PDF, qui n'ont pas, par exemple, d'outils de gestion, qui travaillent sur Word ou Excel,
n'ont pas l'obligation d'acheter un logiciel, même si on le verra ensemble, hein, le logiciel va permettre de simplifier, le travail de cette facture, mais à aucun moment, il va être obligé d'acheter un logiciel. Heu, le PDF, pourra être déposé manuellement sur la plateforme. On verra ça tout à l'heure, mais ils pourront, sur une période transitoire, déposer leur PDF sur la plateforme et dans ce cas-là, remplir à la main les champs obligatoires qui n'auront pas été reconnus. Donc un petit zoom sur la facture X, puisque la facture X, c'est le format de facture qui a été choisi par Sage, mais il y a 3 formats de factures qui sont proposés par cette réforme, hein, UBL, C2I et facture X. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque format, mais la facture X, l'avantage, c'est qu'il a la double nationalité humain et machine, c'est-à-dire qu'on a un PDF qui permet de voir la facture qui est lisible par l'œil humain, et on a en même temps des données qui sont structurées, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir permettre de faire naviguer ces informations d'un logiciel à un autre et pouvoir récupérer en même temps les informations relatives à la TVA. L'avantage, c'est que tout le monde connaît le PDF, donc c'est quelque chose qui va se faire, c'est une transition qui va se faire en douceur. Le langage barbare qui est ici va permettre l'intégration dans d'autres systèmes. Et vous voyez ici, j'ai un petit logo qui me dit que cette facture est au format facture X et donc qu'il y a un fichier attaché avec les données structurées. Donc la mise en place de la réforme, comment ça va se passer? Première chose, on a appris cet été que la réforme était reportée, mais pas annulée, d'accord? Donc elle est juste reportée dans le temps. Je vais laisser les dates pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, mais il y a un décalage qui va se faire sur les dates. Alors, on a déjà quelques informations sur les prochaines étapes, mais moi, je préfère ne pas diffuser ces informations pour l'instant. Les informations officielles, on les aura lors du vote de la loi de finances le mois prochain. On n'est plus à un mois près, donc on va attendre ce que la loi de finances va nous dire. À aujourd'hui, avant le report, ce qui était prévu, c'est que en juillet 2024, les grandes entreprises devaient pouvoir émettre et réceptionner des factures au format électronique. Et à partir du moment où les grandes entreprises émettent les factures au format électronique, eh ben, les ETI et les TPE-PME devaient être capables de réceptionner ces factures. Donc en juillet 2024, tout le monde doit être capable de réceptionner des factures électroniques et en plus, les grandes entreprises doivent les émettre. En janvier 2025, les ETI doivent également émettre et en janvier 2026, les TPE-PME doivent également émettre. Et donc là, vous vous dites, bah, janvier 2026, en plus c'est reporté, j'ai tout le temps, je m'informe aujourd'hui, c'est bien, mais j'ai pas grand-chose à faire derrière. Là-dessus, on va mettre un petit bémol. Premièrement, on verra à la fin, vous allez avoir un petit peu de travail et un petit peu d'organisation à mettre en place. Tout simplement parce qu'il va falloir essayer de regarder comment vous travaillez. Un exemple tout simple, hein, si vous travaillez déjà aujourd'hui avec l'administration et qu'aujourd'hui vous déposez vos factures sur Chorus Pro, vous n'allez pas attendre janvier 2026 pour déposer vos factures sur Chorus Pro. Ça veut dire que dès juillet 2024, encore une fois, ainsi ce sont les dates telles que c'était avant le report de la réforme. Je garde ça juste pour vous laisser une idée dans le temps. Dès juillet 2024, vous devrez émettre vos factures au format électronique. De la même manière, si vous travaillez avec des grandes entreprises, le fait de dématérialiser la facture, ça va nous permettre de baisser les charges. Et les grandes entreprises l'ont compris que cette baisse des charges est importante. Donc, elles demandent de plus en plus à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs, bah, de leur envoyer les factures au format électronique. Donc, si vous travaillez avec des grandes entreprises, il y a moyen qu'ils vous demandent déjà de vous préparer à envoyer les factures au bon format. Et on sait qu'il y a déjà des grands groupes qui ont commencé. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça à vérifier. Donc, il faudra commencer à réfléchir sur le sujet. En janvier 2024, tel que c'était prévu avant le report, l'ouverture des serveurs de test de la DGFiP se fera. Ça veut dire que à partir de janvier 2024, on va pouvoir commencer à tester l'envoi des factures sur les différentes plateformes. Faites bien attention, puisque qui dit nouvelle loi, nouvelle méthode, nouvelles opportunités, bah, il y a des personnes qui essayent de profiter de ça.
Faites attention si une entreprise vous dit: «C'est bon, moi je suis déjà capable de générer les factures au format électronique, prenez, on signe ensemble» et puis en général, ils font un engagement sur 3 ans. C'est pas possible. Ils peuvent à la limite dire, qu'ils ont commencé à faire le travail, qu'ils peuvent commencer à générer, des factures au format électronique. Je vous donne un exemple tout simple, hein. Nous sur la la version 4, d'un outil chez Sage qui s'appelle Batigest, mais c'est pareil sur la GESCOM. On avait depuis le mois de février-mars donné la possibilité de générer des factures au format FactureX. Seulement, entre-temps, il y a des champs obligatoires qui ont été rajoutés. Le cahier des charges a évolué, donc il a fallu qu'on mette à jour les différentes informations sur les logiciels, ce qu'on a fait dans la V5 qui est sortie au mois de juillet, fin juillet. C'est pareil sur la V10 de la GESCOM ou de la comptabilité. On a fait évoluer comme ça le produit en fonction du cahier des charges. On a rajouté des champs supplémentaires, on a rajouté des outils de contrôle des champs. Ça, Florence vous en parlera par la suite. Aujourd'hui, on parle que réforme, on ne parle pas produit. Mais on propose des outils qui vont vous aider à contrôler votre base et à bien renseigner certains champs. Et donc voilà, faites bien attention que ces personnes, donc, ils peuvent pas fournir une facture au bon format parce que les serveurs de test ne seront ouverts que en janvier. Et le PDF, dépôt du PDF, je vous avais dit que c'était sur une période transitoire, donc jusqu'à 2027, 31/12/2027, avant la réforme. Et on va avoir 3 nouveaux acteurs qui vont permettre de s'identifier, de générer les factures, de les déposer et de les récupérer. On a, donc je vous avais dit, hein, qu'il y avait quelques acronymes qui traînaient. On a le PPF, le portail public de facturation. On décrira tout à l'heure, juste après, ces trois acteurs dans le détail. On a le PDP, la plateforme de dématérialisation partenaire, et l'OD, qui sera le plus facile, l'opérateur de dématérialisation. Donc on va commencer tout de suite par le PPF. Donc le PPF, c'est quoi? La plateforme publique de facturation. C'est anciennement Chorus Pro pour ceux qui travaillaient avec l'administration fiscale. Donc c'est une plateforme qui va être ouverte sur laquelle vous devrez déposer vos factures qui ensuite transiteront pour aller vers l'administration fiscale et vers votre client. Donc c'est une plateforme d'échange qui sera gratuite, choisie par les entreprises. Elle pourra convertir les formats du socle minimal, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, donc les formats FactureX, UBL et C2I. Donc ça veut dire que si vous avez un produit Sage et que vous avez choisi FactureX et que votre client utilise un autre logiciel que Sage, c'est pas bien, et qui est au format UBL, par exemple, lorsque vous enverrez vos factures au format FactureX, pour vous, ça sera transparent. Le PPF va identifier que tel autre client, il est sur un autre format, il convertit au bon format et il l'envoie. D'accord? Là, en fait, depuis tout à l'heure, on vous explique le détail de la facture électronique, hein. On soulève le capot, on regarde un peu comment ça se passe dans le moteur, mais à partir de votre logiciel Sage, on a tout mis en place pour que ça soit le plus simple pour vous. D'accord? Là, on voit vraiment dans le détail ce qu'est cette réforme. Ce qui est très bien aussi, c'est que le PPF va vous proposer l'archivage des factures avec valeur probante pendant 10 ans. Ça veut dire que vous n'aurez plus besoin de faire une photocopie de votre facture, de la mettre dans votre boîtier, dans votre boîte d'archives qui est derrière votre bureau. Directement, toutes vos factures maintenant auront valeur probante et seront stockées sur le portail public de facturation. Et encore une fois, le dépôt manuel des factures au format PDF sera possible, mais il faudra prendre votre fichier Excel, le mettre au format PDF et ensuite déposer le PDF sur la plateforme publique de facturation à la main. Il y a une notion d'ossérisation, donc de reconnaissance des caractères, sur ce portail public de facturation. Donc il y a des champs qui seront pré-remplis, mais vous aurez des champs obligatoires, qui, ne seront peut-être pas reconnus, qu'il faudra modifier à la main, facture par facture. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. On est passé de 24 à 36 champs, obligatoires d'un cahier des charges à un autre. Ça va peut-être évoluer sur les prochains cahiers des charges et Sage fera évoluer ses logiciels en fonction. Mais voilà, il y aura des champs, une manipulation à faire sur le PPF si on dépose manuellement le PDF. Et pour rappel, il y aura
4 flux qui vont être gérés, hein, le e-invoicing, le e-reporting, le cycle de vie qu'on verra tout à l'heure et une notion d'annuaire, puisque lorsque vous allez envoyer votre facture sur le portail public de facturation, bah, le portail public de facturation, pour savoir à qui envoyer cette facture, elle va avoir l'annuaire de toutes les entreprises. Et pour pouvoir faire la différence entre le Dupont de Marseille et le Dupont de Paris, elle va se baser entre autres sur le numéro sirène pour pouvoir bien identifier ces entreprises. Et ça va faire partie, on va le voir tout à l'heure, des choses que vous aurez à faire. Regardez votre base client. Est-ce que tous vos clients ont bien le numéro sirène de renseigner, le code TVA intracommunautaire, le code pays? Vous allez avoir un petit peu de travail à faire sur votre base, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Même chose, les plateformes de test ne seront ouvertes qu'en janvier 2024, ça je l'ai dit. Donc voilà pour le portail public de facturation, donc qui est proposé par le gouvernement et qui est gratuite. Ensuite, on a un deuxième acteur qui est le PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires. Ces PDP vont assurer toutes les fonctionnalités prévues par la réforme. C'est-à-dire que ce sera un copier-coller de ce que fait le PPF. C'est-à-dire que vous aurez le choix entre envoyer vos factures sur le PDP qui enverra au PPF, qui enverra à l'administration, ou sur le PPF. Elles vont être immatriculées pour 3 ans, auditées régulièrement. L'ouverture du service d'immatriculation n'a commencé que à partir de ce mois-ci. Donc, même chose, hein, faites attention aux entreprises qui vous disent c'est bon, nous on est PDP. C'est pas possible. L'ouverture des candidatures au titre de PDP n'a commencé que depuis le mois de septembre. Donc, elles ne peuvent pas être considérés comme PDP. Et si vous voulez avoir la liste des PDP, vous avez la liste des PDP sur ImpôGouv. Pour l'instant, il n'y en a aucune, puisque en septembre, on a les candidatures et on aura la liste des premières PDP au mois de décembre. Pour information, Sedge a déposé sa candidature pour être PDP. Elles doivent garantir l'interopérabilité avec le PPF et au moins une autre PDP, on verra pourquoi tout à l'heure. Elles doivent respecter tout un standard de sécurité, toute une batterie de sécurité ISO 2701, SecNumCloud, RGPD, pour que toutes vos données soient bien sécurisées. Et surtout, parce que vous allez me dire, mais si le PDP fait exactement la même chose que le PPF, à quoi ça nous sert d'avoir un PDP? Je l'ai dit tout à l'heure, le PPF ne gère que 3 formats de facture, UBL, C2I et FactureX. Mais si vous travaillez avec des grands groupes, avec la SNCF, avec la RATP, avec Leclerc, Carrefour ou autres, il est possible qu'ils aient leur propre format de facture. Et ces formats de facture ne sont pas générés par le PPF, comme par exemple les DIFACT. Et donc, dans ce cas-là, il vous faudra passer par un PDP pour pouvoir envoyer vos factures à ce format-là. Évidemment, les PDP, donc c'est pas l'administration, heu, ils vont investir dans des serveurs, ils vont être contrôlés, donc il va y avoir des ressources derrière. C'est quelque chose qui sera payant et ils vont vous proposer également d'autres services. Alors, on n'a pas encore, hein, cette liste des services puisque je l'ai dit tout à l'heure, les PDP sont pas encore ouvertes. Mais, mais elles vont vous proposer d'autres services comme on imagine, des workflows de validation, des notions de règlement, des stockages de factures peut-être pendant 20 ans ou de l'archivage dans de la GED. On peut imaginer plein de choses qui vont être prévues pour les services qui vont être gérés autour du PDP. Donc Sage se propose en tant que PDP, à savoir que toutes les fonctions équivalentes à la plateforme publique de facturation seront gratuites. Donc vous aurez la possibilité de prendre le PDP Sedge, hein, si on passe tous les tests, et j'ai bon espoir qu'on le fasse. Et vous pourrez utiliser le PDP Sedge comme le portail public de facturation avec les mêmes fonctions et gratuitement. Et vous aurez en plus la possibilité de rajouter des services qui éventuellement pourraient vous intéresser. Et les opérateurs de dématérialisation, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quelque chose, c'est le plus facile. L'OD va vous permettre de prendre votre facture, de le transformer au bon format pour l'envoyer sur la plateforme. Concrètement, la gestion commerciale 100 ou 50 ou Batigest ou d'autres produits Sedge, voire même d'autres produits non Sedge, hein, puisque les grands éditeurs évidemment seront en conformité, sont des opérateurs de dématérialisation.
Donc voilà, un petit graphe. Là, on a vu un petit peu, tout l'envers du décor et maintenant on va avoir un petit graphe qui va vous résumer, tout ce qu'on vient de voir. Vous êtes le vendeur, vous avez un acheteur, on a le portail public de facturation avec l'administration fiscale. Donc premier cas de figure, vous êtes le vendeur, vous avez une gestion commerciale sans, vous voulez envoyer votre facture à l'acheteur, et ben, très simplement, sur votre gestion commerciale, vous cliquez sur un bouton. Les informations transitent par le PPF. L'administration fiscale récupère les informations au passage et l'acheteur récupère les informations dans son outil de gestion. D'accord? C'est le format le plus simple. Ça part de chez moi, ça arrive sur le PPF pour que l'administration fiscale récupère les informations et ça va chez mon acheteur. On va compliquer un petit peu. Je suis le vendeur, mais moi, j'ai choisi de passer par un PDP, d'accord? Par un portail par une plateforme de dématérialisation partenaire. Parce que, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, voilà, je travaille avec un grand groupe qui me demande une facture au format Edifact. Donc j'envoie ma facture sur le PDP. Encore une fois, hein, tout ça, dans mon logiciel, c'est complètement transparent. Les informations, passent par le portail public de facturation pour que ça aille vers l'administration fiscale. Et mon acheteur a lui choisi d'avoir un autre PDP que le mien. Parce que pour une raison X ou Y, lui, il a un autre PDP. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que mon PDP devait avoir un- une interopérabilité entre d'autres PDP. C'est-à-dire que moi, si j'envoie un PDP, bah, l'interopérabilité de mon PDP doit permettre d'envoyer les informations sur un autre PDP. Donc, ma facture part, ça va sur mon PDP à moi, les informations vont sur le PPF pour l'administration fiscale, et ça va sur l'autre PDP de l'autre côté, et ça va chez mon acheteur. Je vais aller un petit peu plus vite, hein, parce que maintenant vous avez compris comment ça se passe. J'ai toujours ma facture qui est là. J'ai choisi de passer par un PDP, donc c'est les petites flèches bleues. J'ai choisi de passer par un PDP, mais mon acheteur, lui, n'a pas de PDP. Donc j'envoie ma facture sur mon PDP, qui va sur le PPF, qui l'envoie directement à l'acheteur. Dernier cas de figure. Moi, j'ai pas de PDP, mais mon acheteur a un PDP. J'envoie ma facture sur le PPF, qui envoie au PDP et qui envoie à l'acheteur. Tout ça, c'est quelque chose qui est très paramétré. Je parlais tout à l'heure de l'annuaire sur le PPF, l'annuaire de toutes les entreprises. Je sais que telle entreprise a tel numéro sirène, donc je sais que l'acheteur de ce vendeur, c'est ce numéro sirène-là, donc je sais que c'est à lui que ça va. Mais je sais également que lui, il passe par un PDP, donc je l'envoie sur le PDP au lieu de passer par lui. Tout ça, c'est paramétré dans l'annuaire. Et pour vous, c'est transparent, vous aurez pas à vous embêter avec tout ça, hein. Vous, tout ce que vous aurez à faire, c'est choisir de passer par le PDP ou par le PPF et d'avoir votre base bien à jour et d'avoir évidemment des logiciels à jour. Grâce à ce schéma, c'est un petit peu plus clair. Mais maintenant, ce qu'on a envie de savoir, c'est que, ma facture est chez moi, elle est sur mon PDP, elle est sur le PPF, elle est sur l'autre PDP, elle est sur l'acheteur, c'est bien gentil, mais ma facture, elle est où dans tout ça? Donc c'est là qu'interviennent le cycle de vie des factures. Donc on va avoir 4 statuts obligatoires qui vont être gérés par le PPF, par le portail public de facturation, et des statuts recommandés qui pourraient être gérés par les PDP. Donc on va faire d'abord un focus sur les statuts, obligatoires, qu'on a ici en vert. Donc ma facture a bien été déposée sur la plateforme. Elle a été rejetée. Là, on parle d'un rejet informatique. Ça veut dire que ma facture n'est pas en conformité, avec les standards, le format, voilà, c'est le mot que je cherchais, avec le format, qui est demandé, ou alors je n'ai pas renseigné tous les champs obligatoires, mais dans ce cas-là, la facture est rejetée. C'est la plateforme qui rejette informatiquement la facture. Ensuite, la facture peut être refusée par mon client. Mon client a regardé la facture sur la plateforme, elle n'est pas en conformité avec ce qu'il a commandé, lors de la livraison, il y a eu des soucis, ça a été cassé ou autre, peu importe, elle a été refusée. Et on parle de TVA sur encaissement.
là, il faut donner l'information comme quoi la facture a bien été encaissée. Donc, la facture a été, encaissée. Alors évidemment, hein, à partir de moyens de paiement dans la comptabilité Sage, lorsque la facture sera encaissée, l'information partira automatiquement. Pour ceux qui n'ont pas de logiciel de gestion, ils iront sur la plateforme dire: Elle a bien été encaissée», hein, ça sera manuel. Les autres statuts, je vais passer rapidement dessus, mais ils ont aussi leur intérêt. La facture a bien été déposée, elle a bien été émise par la première plateforme, elle a été reçue par la deuxième plateforme, mise à disposition du client, refusée, prise en charge, approuvée partiellement, approuvée, en litige, suspendue, complétée, le paiement est transmis. D'accord? Donc ça, à tout moment, évidemment, dans vos logiciels Sage, vous aurez ces informations-là, donc vous saurez à chaque fois où est votre facture. Et à ça, nous, on y voit un intérêt. Heu puisque, aujourd'hui, lorsque vous envoyez votre facture, vous attendez l'échéance, de la facture, on va dire à 30 jours pour, relancer votre client. Et votre client va vous dire: «Bah, écoutez, j'ai pas reçu la facture, elle est en conformité, donc on a perdu les 30 jours». Je lui renvoie la facture, je le relance ensuite un petit peu plus loin. Pendant ce temps-là, c'est de la trésorerie, qui est pas rentrée, voilà, on perd un petit peu de temps. Là, ce qui est bien, c'est que je vais envoyer ma facture et je saurai si mon client l'a acceptée, l'a refusée, ou il l'a mise en litige ou autre. Je n'attends pas les 30 jours pour pouvoir réagir. Tout de suite, je vais pouvoir réagir, donc ça veut dire que lorsque ma facture arrivera à échéance, bah, mon client n'aura pas d'excuse pour ne pas me payer ma facture dans les délais. Alors évidemment, hein, là, on est, dans le meilleur des mondes. Le client qui veut pas payer et qui est plein de mauvaise foi, trouvera toujours une excuse pour pas payer la facture. Mais là, on aura au moins toutes les informations, pour pouvoir gérer ça et faire rentrer un petit peu plus de trésorerie. Et pour ceux qui ont Sage recouvrement créance, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus non plus, tout ça, ça pourrait être automatisé. Donc les données qui vont être échangées, donc il faudra que je remette mon slide à jour. On est passé de 24 champs obligatoires à 36 champs, obligatoires, donc le SIREN, la TVA, les dots, numéro de facture, montant, et cetera, et cetera. Heu, vont transiter aussi le cycle de vie, qu'on vient de voir pour savoir où est ma facture et le e-reporting, le flux e-reporting pour, les, B2C, j'ai plus le mot en français, les particuliers et les entreprises non assujetties, l'international et les paiements. Qui dit nouvelle loi dit, sanction, même si, il est prévu que ça soit, assoupli sur les 1res. Donc voilà, donc là, il y a des amendes qui sont prévues en cas de non-respect de l'assujetti. Encore une fois, hein, le contrôle se fera beaucoup plus simplement que lors de la loi antifraude. Pas besoin de se déplacer pour contrôler toutes ces informations. Donc voilà. Donc là, ce que vous avez à faire pour vous préparer à cette réforme. Alors la «bonne nouvelle» entre guillemets, c'est qu'elle a été décalée, donc vous allez avoir un petit peu plus de temps, que ce qui était prévu pour vous mettre, à jour. Donc il va falloir que vous commenciez à regarder un petit peu votre écosystème. Heu, est-ce que je travaille à l'international? Est-ce que je travaille avec des particuliers? Est-ce que je travaille avec des grands donneurs d'ordre ou avec l'administration? Peut-être qu'il faut que j'envoie mes factures de manière dématérialisée tout de suite. Tout ça, il faut commencer à ce que vous le regardiez comme il faut pour savoir où est-ce que vous en êtes dans ces échéances-là. Regardez également vos flux entrants et sortants. Un exemple tout simple, lorsque je vais intégrer une facture fournisseur, est-ce que cette facture fournisseur, je vais l'intégrer dans ma gestion commerciale, Sage, par exemple, si je veux avoir la rentabilité d'une affaire? Ou alors est-ce que j'intègre cette facture dans ma comptabilité parce que c'est une facture de frais généraux? Donc, essayez d'organiser un petit peu comment sont gérés vos flux. Donc les clients, donneurs d'ordre, hein, j'en ai parlé. Quels sont mes processus? Commencer à planifier la mise en place. Quel est le choix de la plateforme? Est-ce que je vais travailler avec le portail public de facturation? Est-ce que j'ai besoin
de prendre un PDP. Si j'ai besoin de prendre un PDP, bah, lorsque les PDP seront immatriculés et lorsqu'on sauront ce qu'ils proposent, est-ce que le format Edifact, par exemple, est proposé par tel ou tel PDP? Est-ce que le service proposé par le tel PDP de workflow de validation, par exemple, m'intéresse? Voilà, tout ça, il faudra y réfléchir. Analyser votre existant, définir votre cible, déployer la solution. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes équipé d'un logiciel Sage, enrichissez vos données. Est-ce que votre logiciel est bien paramétré? Est-ce que vous avez bien le code pays dans votre logiciel sur votre société à vous et votre numéro sirène? Est-ce que, regardez votre base client et fournisseur, est-ce que les numéros sirènes, les TVA intracommunautaires, les codes pays sont bien renseignés? Est-ce que vous êtes bien sur la dernière version des produits Sage? Heu, est-ce que, si vous avez d'autres produits, non Sage, est-ce que ces produits sont impactés par la facture électronique? Est-ce que l'éditeur avec lequel je travaille a prévu de faire le travail? Et profitez-en donc pour cibler les automatismes. Aujourd'hui, les factures entrantes que je prends, que je gère à la main, que je ressaisis dans ma comptabilité, est-ce que je peux automatiser ça et récupérer toutes les factures, directement dans ma comptabilité avec, des outils, comme ACS par exemple. D'accord? Donc vous avez un petit peu de travail, à faire qu'il ne faut pas négliger. Autre information qui est importante, la loi concerne toutes les entreprises assujetties à la TVA. Ça représente un peu plus de 4 millions d'entreprises en France. Si on prend l'exemple de l'Italie, en Italie, alors j'ai plus le chiffre exact, mais retenez le volume, 70 des entreprises se sont équipées d'un outil de gestion pour gérer cette réforme. Ça veut dire que, potentiellement, on a 4 millions d'entreprises à équiper d'ici à la date de la réforme. On a, des mises à jour à faire sur tous les logiciels, sur toutes les entreprises équipées de logiciels. À un moment, si tout le monde s'y met au dernier moment, va y avoir un goulet d'étranglement qui va se faire et tout le monde ne pourra pas, être servi. Donc, voyez bien la priorité, commencez à faire le travail, n'attendez pas le dernier moment pour être prêt pour cette nouvelle réforme. Et j'en ai parlé rapidement, si j'ai pas de logiciel compatible, et ben, vous aurez toujours la possibilité, jusqu'en, décembre 2027 tel que c'était avant le report, vous aurez toujours la possibilité de déposer manuellement votre facture au format PDF, v qui va reconnaître automatiquement les informations et mais vous devrez renseigner les données, obligatoires qui n'auront pas été reconnues. Donc, si vous avez, j'ai eu le cas il y a pas longtemps, une entreprise qui gère des dossiers, des dossiers qui durent très longtemps et ils ont, 3 grosses factures, 3-4 grosses factures à l'année, eux, ils pourront déposer les factures, à la main. Par contre, si vous avez un petit peu de volume en termes de factures, ça sera beaucoup plus simple d'avoir un outil de gestion qui va envoyer les factures en automatique, sur le portail et qui va contrôler les données avant envoi. Donc Sage et la facture électronique et je m'aperçois que le temps file, j'ai été très bavard et je m'en excuse, mais on gardera quand même du temps pour les questions-réponses. Les logiciels concernés par la réforme, donc Sage 50, Batigest, l'Offre 100, FRP 1000, X3, les experts comptables et automatisation, comptable. On a choisi le format, FactureX. Notre outil e-facture qui envoyait les factures dans Chorus Pro n'est pas retenu pour cette réforme. D'accord? Donc, e-facture n'enverra pas les factures sur le portail public de facturation et on va évidemment garantir la continuité des process et le slide est ancien, il faudrait que je le remette à jour. Ce n'est plus une réflexion pour devenir PDP à moyen terme. Sedge a officiellement déposé sa candidature pour être PDP et vous apporter d'autres services, des services en plus. Donc si on fait un petit résumé de tout ce qu'on a vu. La facture électronique concerne tous les assujettis à la TVA, y compris les non redevables. C'est
ça va nous permettre de lutter contre la fraude à la TVA. On a un calendrier d'application qui va se faire en plusieurs étapes, même si ce calendrier a été décalé, la loi n'a pas été arrêtée, hein, comme on a pu l'entendre. C'est juste un décalage, mais la loi va toujours arriver, c'est juste une question de date qui va changer. On a des nouveaux formats de factures obligatoires, UBL, C2I et FactureX, qui seront gérés par la plateforme publique de facturation, et il faudra passer par le PDP pour gérer les autres formats, et on pourra toujours utiliser le PDF jusqu'en décembre 2027. De nouveaux circuits de validation obligatoires et nos deux fameux flux, le e-invoicing qui permet d'envoyer et les factures et le flux relatif à la TVA pour l'administration, et donc pour les entreprises françaises, et le e-reporting pour les particuliers, pour l'international et pour la TVA sur encaissement, qui ne sera qu'un flux qui sera envoyé à l'administration fiscale. Il y a du positif dans tout ça. On va être en conformité avec le traitement fiscal, ça va permettre de réduire les erreurs, ça va permettre de baisser le coût de traitement d'une facture, ce qui est négligeable. On va avoir une meilleure régularisation des factures sans commande, ça va nous permettre de gagner du temps, donc de l'argent, hein, dans le coût de traitement de facture. On va avoir une meilleure traçabilité des factures, on sait où on est, donc on va avoir un impact sur la trésorerie et sur les délais de paiement, et ça va permettre de diminuer le temps de traitement de facture puisque, hein, c'est un envoi direct qui se fait. Donc on a vu beaucoup de mots, beaucoup de vocabulaire. On vous remettra le PowerPoint à la fin de cette présentation. Donc vous avez ici la traduction de certains mots, hein. J'ai parlé de UBL, C2I, PDP, PPF. Tout ça, on vous a mis un petit glossaire. Sur le Sedge, on a fait un petit blog sur le thème de la facture électronique, vous aurez le lien ici. On a une page dédiée, un site web dédié sur le sujet. On a mis en place un petit quiz si vous voulez tester vos connaissances ou tester les connaissances de vos collaborateurs. On vous a mis le lien vers des sites qui nous paraissent pertinents sur le sujet en question. Et on va passer à la séance de questions-réponses. Donc, je vais remonter un petit peu le fil d'actualité, mais je crois que Florence et Philippe ont bien travaillé sur le sujet. Je Ouais. regarde. En attendant, vous pouvez poser vos questions. Je ne sais pas si quelqu'un a encore des questions à poser. Globalement, on a procédé aux réponses. Donc oui, il faut se mettre en jour avec la version 10. Il faut mettre à jour si vous êtes en version 10, il faudra mettre à jour vos données, c'est important, hein, le sirène, etc., etc. Et donc, il ne faut pas faire le boulot deux fois, une fois sur le site de dématérialisation et une fois dans la compta pour les encaissements. Tout ça, je l'ai dit tout à l'heure, hein, tout ça, c'est. Alors, évidemment, si vous êtes équipé avec des outils Sage, tout ça, c'est complètement automatisé. C'est-à-dire que dans votre gestion commerciale Sage, vous envoyez votre facture, et ensuite, lorsque le règlement est fait, vous saisissez ça dans moyen de paiement, et le flux part également automatiquement, hein. Tout ça, c'est optimisé avec les produits Sage. Là, encore une fois, hein, on a levé le capot, on a regardé le détail de la réforme, on est allé très loin dans les explications. J'espère que je Mmh. vous ai pas trop saoulé et que j'ai été assez clair. Mais tout ça, évidemment, va être automatisé avec les produits Sage. Je vais insister. Vous, ce que vous aurez à faire, c'est vous assurer que vos bases de données tiers, entre autres, soient bien à jour. Donc, soit c'est quelque chose que vous pourrez faire manuellement en regardant tiers par tiers, est-ce qu'il y a il y a les bons champs, ou alors on vous propose un outil qui va vous permettre de scanner vos différents champs, et les champs obligatoires sur les tiers, et qui vont vous aider à les mettre à jour. C'est un outil qui s'appelle Sage Data Clean and Control, qui permet de contrôler que les champs sont bien à jour et de remplir les champs qu'il faut. Et c'est Florence qui reviendra vers vous pour la mise à jour de la V10. Et je voudrais juste apporter, Stéphane, un petit complément sur la V10. Donc effectivement, la V10 00 et cet outil vont faire un diagnostic de votre base sur les fiches tiers, tu l'as bien rappelé. Il y a ce qu'on appelle des dépendances, hein. Il y a un sujet de TVA qui va peut-être falloir revisiter chez vous, puisqu'il y a une fonction qu'il va falloir obligatoirement activer qui s'appelle les registres de taxes. Donc là, je laisserai Florence
voir si c'est fait ou pas fait, mais voilà, il va y avoir deux, trois choses à vérifier en complément de ce sujet enrichissement des tiers. Donc sur le paramétrage de la base, sur effectivement, Stéphane l'a dit, toutes ces petites cochonneries qui traînent, le code ISO du pays, le code ISO de l'unité de vente, etc. Et puis surtout, donc un sujet de TVA qu'il faut réévaluer peut-être chez vous. Oui, merci Philippe. Merci Philippe de ta précision. Oui, oui, je reviendrai vers vous. On fera un point, donc en fait, où vous en êtes au niveau de votre base de données, comment vous travaillez actuellement effectivement avec les registres de taxes, refaire le point sur ce qu'il va falloir vous compléter comme information, compléter comme formation aussi. J'ai une question par rapport au coût du logiciel. Donc les V10, donc les V10, en fait, c'est comme une mise à jour habituelle, hein, donc il y a juste le coût de l'installation, de l'intervention de Frédéric et après donc moi il faut qu'on établisse en fait ce que vous avez à faire au niveau de la mise à jour de votre base de données. Donc là, on fera une étude, adaptée de vos besoins. Mais là, effectivement, la priorité, c'est de vous mettre à jour dans les versions. Si vous voulez automatiser les tâches, effectivement, il y a un petit outil de Sage, mais ça, j'en parlerai. On fera un petit point plus détaillé sur le sujet qui va donc automatiser et vous dire, ben bien, voilà, tel tiers il n'est pas renseigné, il manque ça. Enfin voilà, donc il y a un outil qui a été développé par Sage qui va évoluer suivant les besoins spécifiques de la facture électronique, mais là qui dans un premier temps va vous relever en fait tout ce qui manque en termes de paramétrage dans votre fiche société et dans vos fiches de tiers. Voilà. Si tu veux, il nous reste 5 minutes, Florence, je peux le montrer vite Tu, fait. tu veux? Bah vas-y, avec plaisir. Donc juste rapidement, hein, Ouais. montrer un petit peu cette option. Alors, dans la V10, hein, on aura les champs obligatoires, qui ont été rajoutés, on aura tout ce qu'il faut pour être en conformité. Mais pour ceux qui le souhaitent, lorsque je vais voir mes clients. Donc là, en V10, vous n'aurez pas, hein, cette colonne statut facture électronique qui permet de dire est-ce que ce tiers est en conformité ou pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui en V10, bah, vous devez rentrer dans la fiche et vérifier que le code pays est bien renseigné, que le SIRET est bien renseigné. Voilà, là on a concrètement un tiers sur lequel la facture ne partira pas. L'option SDCC donc, nous permet d'avoir cette colonne qui nous dit où on en est au niveau du statut. Et ça va nous permettre ici d'avoir un assistant de mise en conformité qui va nous permettre de dire, alors je vous laisserai découvrir tout ça, mais de lancer des contrôles, de dire voilà, moi je veux contrôler mon paramétrage de ma société. Est-ce que ma société déjà, moi, est bien paramétrée pour la facture électronique? Et ensuite, est-ce que mes tiers sont bien paramétrés. Donc là, je vais dire, je ne vais pas prendre que les clients, je vais tout prendre. Je vais faire mon lancement et je vois dans un premier temps que ma société n'est pas paramétrée et mal paramétrée. Il y a des codes EDI qui ne sont pas renseignés, il y a des banques qui sont pas mis, voilà. Ça sont des paramétrages que j'ai laissé exprès. Mais je peux aussi voir que voilà, tous mes tiers qui sont en rouge ne sont pas paramétrés pour la facture électronique. Ça veut dire que ici, ma société Sage, je vois que le pays du tiers est obligatoire. Donc, j'ai eu cette alerte, je double-clique sur cette société, il me met directement sur le bon champ et je vais renseigner le code pays. OK. Hop. Donc, j'ai bien mon SIRET qui a été renseigné, mais je n'ai pas mon identifiant TVA. Je fais OK. Donc j'ai bien toutes les informations qui ont été mises. Mon SIRET, il est là, il est OK. Et si je veux calculer mon identifiant TVA, j'ai juste à cliquer ici sur cette petite calculatrice pour pouvoir me générer ici mon identifiant TVA. Donc voilà, et je fais la même chose sur tous les tiers jusqu'à ce que ma base soit propre. Si je crée un nouveau tiers, si je prends par exemple la pizzeria qui est en face de chez Sage. Voilà. J'ai ici un outil qui s'appelle l'API Sirène qui va rechercher cette société dans la ville de la Garenne-Colombe. Alors, et il me retrouve ici les entreprises qui sont concernées. Et je vais dire ça concerne cette entreprise-là, Gloria. Je fais OK. Et il m'a récupéré toutes les informations
que je souhaite, et j'ai plus ici qu'à calculer mon identifiant TVA comme tout à l'heure. Et là, je calcule l'identifiant TVA dans la fiche, mais l'identifiant TVA peut être généré sur plusieurs fiches en même temps. Donc voilà, un petit survol rapide de ce que permet de faire cette option SDCC, donc qui va vous permettre de contrôler, vous l'avez vu, très simplement vos champs et votre paramétrage. Et surtout, c'est pas un logiciel one shot que vous allez acheter, puisque cet outil va évoluer en fonction de l'évolution du cahier des charges. C'est l'outil également qui va vous permettre de vous connecter à un PDP si vous le souhaitez. Il va vous proposer d'autres choses au fur et à mesure de l'évolution du produit. Et l'outil se passe côté compta et côté GESCOM, hein, puisqu'il y a des choses à traiter de manière différente en GESCOM. Et on ne va pas se cacher que vous allez quand même avoir un petit peu de travail, puisque dans la fiche client, dans le dernier onglet à droite, il y a des nouveaux points d'entrée facture électronique. C'est à vous de remplir s'il est assujetti ou pas, votre client, Oui. hein. On Est-ce que repense c'est effectivement aux particuliers assujettis, enfin, auto-entrepreneurs qui auraient dépassé le seuil et quelques associations aussi. Voilà, exactement. Mais ça, on va pas tout dévoiler, Non, 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 c'était pas. on va en laisser un petit peu à Florence pour faire sa Merci, c'est formation. gentil les garçons. Merci beaucoup. Oui, Excusez-moi, parce je que vais là, il y a vite, il y a hein. du travail quand même, il y a du travail, hein. Bon, il y a un gros travail de préparation, donc effectivement, plus tôt vous commencez à mettre à jour vos fiches de tiers, vos paramétrages. Voilà, donc l'outil Data Clean and Control donc, est en lien avec la version 10. Donc, la priorité dans un premier temps pour chacun, c'est se mettre dans la dernière version. L'option, donc l'outil, c'est une option qu'on rajoute donc sur les logiciels, sur la gestion et la compta, donc payante, mais je ferai le point avec vous en fonction de vos logiciels que vous avez, hein, puisque c'est un coût en fonction des versions logicielles que vous utilisez. Et puis on fera un point sur vos besoins de paramétrage, notamment sur tout ce qui est registre de taxes, etc. D'accord? On- Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, je pense que bon, on est bon dans le timing, en tout cas, je pense. Voilà. Un grand merci à Stéphane et à Philippe de leur présence. Non, merci à vous pour ces échanges, et puis merci aux équipes d'A2F de nous avoir permis de prendre la parole auprès de vous autour de cette facture électronique. C'était important de vous informer sur ce point-là, puisque c'est quelque chose, même si ça a été décalé, qui va arriver vite et qui va vous demander un petit peu de travail de préparation pour être prêt le moment venu.